dans un contexte économique incertain, anxiogène, toutes les nouvelles sont bonnes à prendre. On attend la première estimation de la croissance française pour le premier trimestre. On sera évidemment autour de 0+. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Encore une fois, on ne s'emballe pas non plus parce qu'on sait que la prévision du gouvernement c'est 0,7% pour cette année, comme la Banque de France. On attend après-demain la première estimation de Banque de France ou INSEE, non c'est INSEE. INSEE, je crois, qui est à 0,1. Qui est à 0,1 et je crois que la Banque de France attend 0,2. Donc on se dit qu'effectivement, bon, c'était le premier trimestre, janvier, février, mars. Mais entre-temps, on a eu la hausse de l'euro, pas seulement face au dollar d'ailleurs, 10% de hausse de l'euro face au dollar, la baisse du pétrole, on est à 10% de baisse du pétrole depuis le début de l'année. Et on se dit que ça veut dire qu'à court terme, on va continuer en France à avoir une inflation qui sera relativement basse. Moi je me dis c'est une bonne nouvelle pour les ménages, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. Est-ce que c'est puissant comme effet ? 20% en cumulé quand je prends 10% sur le pétrole et 10% sur l'euro. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Est-ce que c'est puissant ? Je pense que pour l'instant, ça reste plutôt marginal, mais plutôt positif, incontestablement, ce qui est pas garanti. On a une hausse de l'euro. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'année dernière, la plupart des investisseurs avaient enterré l'euro vivant. Donald Trump a réussi à redonner de la puissance à la monnaie unique, en dépit de baisse de taux de la BCE. Alors que la Fed n'a rien fait. Mais c'est taux qui vont se poursuivre, on l'a compris ce matin quand on écoute le gouverneur de la Banque de France, il dit il y en a encore sous le pied pour baisser. Sans doute, oui, incontestablement, dans le contexte actuel, etc. Et l'euro monte à un moment donné où on a cette menace de droits de douane américaine, donc a priori c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on se dit l'euro, en plus des droits de douane potentiels, il y a cette pause de 90 jours, mais il y a un euro qui va désavantager les exportateurs européens. En réalité, le commerce mondial étant ce qu'il est, c'est-à-dire assez peu dynamique, surtout depuis 2-3 ans, depuis le Covid, c'est très faible. Donc l'impact du taux de change sur la vie économique est relativement modéré au niveau des exportations. L'autre élément, c'est que l'euro avait baissé précédemment. Donc sur un an, la variation n'est pas aussi massive et en général, il faut quand même un certain temps avant que la compétitivité véritablement soit impactée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la politique européenne tend plutôt à privilégier les échanges intra-européens, c'est notamment l'histoire de la défense. Donc c'est plutôt une pilule pas trop amère du côté des entreprises, on va dire digérable pour l'instant. Au temps où nous parlons, c'est-à-dire face à une incertitude quand même assez importante relativement aux droits de douane et à la suite de ces histoires protectionnistes américaines. En revanche, on a les effets pour le consommateur, vous l'avez dit. C'est ça que je pensais, c'est le gain de pouvoir d'achat. Les gains de pouvoir d'achat, baisse de l'inflation d'abord, parce que le pétrole, malgré tout, c'était encore plus de 9% d'indice des prix à la consommation en France. Ça veut dire que c'est une part loin d'être négligeable. Et la combinaison de la hausse de l'euro et de la baisse du prix du pétrole fait effectivement que l'impact sur l'inflation devrait être assez sensible. Alors assez sensible, c'est quoi ? C'est pas un point, c'est pas un demi-point, on est plutôt autour de quelques dixièmes, 2-3 dixièmes. Donc on va rester sous 1% d'inflation. Mais voilà, alors attention. Attention, parce qu'effectivement, dans l'indice des prix, la part de l'énergie et du pétrole particulièrement est importante. En revanche, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les tensions sur les prix, internationaux d'ailleurs, sont relativement présentes encore. Je pense notamment aux prix alimentaires. Et l'alimentation, c'est un peu plus que le pétrole dans l'indice des prix. Ça touche beaucoup plus les particuliers. Mais on a quand même le sentiment, effectivement, que la baisse de l'inflation, la consolidation de la posture de la BCE en faveur de baisse des taux que devrait occasionner ce déclin additionnel de l'inflation, net sont positifs, effectivement, plutôt pour les consommateurs. C'est bienvenu. C'est bienvenu parce que ce qu'on constate ces derniers mois, c'est que finalement, les banques sont en pleine forme, mais les retombées économiques de cette solidité du contexte bancaire en Europe sont pour l'instant très négligeables. Il y a très peu de croissance du crédit, que ce soit aux entreprises ou aux ménages. Et donc là, on peut avoir quelque chose qui consolide un petit peu tout ceci, sous réserve, bien sûr, que l'environnement international s'apaise, continue de s'apaiser. Donc impossible de savoir combien de dixièmes de points de croissance ça peut nous apporter en plus
C'est pas grand-chose, très honnêtement. Hein. On parle, pour l'instant, à ce stade, on parle d'un dixième, peut-être 2 dixièmes, grand maximum. Bon, on prend. Mais on prend. Alors, on prend parce que ça ajoute à l'environnement qui ferait que si Donald Trump, effectivement, ça s'agit, à dire comme ça, eh bien, on accumule des éléments pour être en meilleure situation conjoncturelle d'ici quelques mois. Voilà, c'est plutôt comme cela que j'aborderai la chose. Donc, c'est loin d'être négligeable. Ça ne fera pas le travail tout seul. Si on reste dans un environnement international instable, l'autre élément, c'est qu'il faudrait que les prix du pétrole restent durablement sur les niveaux actuels. Et l'OPEP, les questions que l'OPEP augmente sa production. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a de l'incertitude aussi sur la croissance de la demande internationale, sachant qu'on a encore... Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose dans l'impact de la politique de Trump. C'est vrai ? Oui, on ne voit pas. Vous avez vu la panoplie des indicateurs de conjoncture, des enquêtes la semaine dernière. A priori, ça va même plutôt légèrement mieux. Donc, en Europe, restent les PMI chinois qui seront sans doute scrutés d'assez près parce que ça pourrait être le premier signal, effectivement, mois d'avril, quand même, pour la Chine, ça a dû pas être très, très facile. Premier signal de l'impact de cette période d'extrême turbulence et d'incertitude internationale. Si on sort par le haut, imaginons un accord décent entre les États-Unis et la Chine, eh bien, il y a tout à penser, tout laisse penser que les prix des matières premières pourraient repartir à la hausse assez rapidement. Donc on se satisfait des retombées immédiates de la baisse du prix du pétrole, de la hausse de l'euro. De là, on retirait beaucoup de là, ce qu'elles se poursuivent aussi, il n'y a rien à dire que... Qu'elles se poursuivent, y compris l'euro, finalement. Oui, et fort heureusement, d'ailleurs, l'euro s'est stabilisé. Goldman Sachs voit l'euro-dollar à 1,20 en 2026. Oui, écoutez, c'est Goldman Sachs, ça bouge pas mal quand on les écoute. Je ne sais pas, si Donald Trump continue dans la lignée de ce qu'ont été ses 100 premiers jours, oui, certainement qu'on pourrait, et ça commencerait à être dommageable et ravageur. Et pourquoi pas, d'ailleurs, envisager un taux de change supérieur, parce qu'en réalité, on parle d'une potentielle crise du dollar. J'ai l'impression que ce risque d'une crise du dollar est en train de rattraper quand même Donald Trump, parce que c'est un élément majeur pour le retenir. Donc, espérons qu'effectivement, on n'en arrive pas là, que les choses se stabilisent. Nous, on a plutôt un taux de change, d'ailleurs, stabilisé entre 1,12 et 1,15, ce qui est gérable pour les exportateurs européens. Dans ce contexte, les 0,7% de croissance attendus par le gouvernement cette année, ça reste jouable ou on peut faire un peu mieux ou ce sera difficile ? Ce sera difficile. Pour l'instant, on n'a pas la réponse à la question, à vrai dire. Il faudrait si on a 0,1 au premier trimestre et 0,2 au second, il faut qu'on ait 0,4 et 0,4% de croissance au T3 et au T4. Ça fait pas mal. C'est pas impossible, compte tenu de ce qu'ont mis les Européens sur la table, ou ce qu'ils sont censés mettre sur la table, en termes notamment de défense, d'infrastructure. Et là, on attend l'Allemagne. Ce qu'on voit en revanche, c'est que Friedrich Merz a déjà des soucis quand même, avec, y compris ses électeurs, qui n'avaient pas totalement intégré le programme qu'il allait proposer et très vite faire adopter. Donc il y a des réticences. Du côté européen, les vastes plans, on se souvient de celui de 2020, ne sont pas toujours d'une efficacité patente, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, il s'agit de défense, de sujets sérieux où tout le monde agit dans le même secteur. Donc on espère effectivement des effets beaucoup plus patents et plus efficaces en termes de croissance. Donc le 0,4 au deuxième semestre, par trimestre, il n'est pas absurde, il est tout à fait accessible. Sous réserve, que Donald Trump ne revienne pas alors c'est moins de 90 jours maintenant, ça doit en faire une soixantaine, mi-juillet, avec à nouveau, ou qui joue pas qu'il n'annonce pas encore des choses imprévues, qu'il soit relativement sage par rapport à la problématique du Groenland. Il y a un certain nombre de sujets comme cela. Et donc, il faudrait effectivement que les choses s'apaisent, que la Chine ne soit pas ensevelie sous des droits de douane qu'elle ne peut pas surmonter, parce que l'effet indirect sur l'Europe risque d'être très significatif, sur l'Allemagne d'abord, mais par ricochet sur les autres. Donc on est dans cette espèce de flou artistique. Je dirais que oui, 0,7, c'était notre prévision initiale. Et puis, on a dit, le 2 avril, si c'est ça le programme de Donald Trump, ce ne sera pas 0,7, ça pourrait être moins 0,5. Voilà.
Donc, et on est toujours dans ce flou artistique. Bon. Mais on voit quand même qu'il y a l'ambition, en tout cas, de l'administration américaine de relâcher un peu la pression, enfin retomber la pression et trouver des accords. Effectivement. Et dans ce cas-là, le 0,7 peut être effectivement jouable. Regardons de près ce qui se prépare au niveau budgétaire dans le cas de la France quand même. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.